Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a procédé au lancement de la cérémonie des États généraux de la communication au stade d'Angondje, en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, des responsables des institutions constitutionnelles, mais également des experts du domaine venus d'horizons divers. Et puis, dans le même temps, l'atelier de validation de la politique nationale de transfusion sanguine vient de connaître son épilogue. Telles sont, Madame, Messieurs, les principales articulations de ce Nour Info qui démarre pas plus tard que maintenant avec un temps pluvieux et orageux donnant une température de 30 degrés Celsius sur le littoral. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue à tous dans ce regard de l'actualité que nous ouvrons avec la cérémonie officielle des États généraux de la communication. Les professionnels du secteur réfléchissent sur l'avenir de leur métier. Thème du rendez-vous, médias et communication, enjeux et perspectives. C'est un reportage d'Ismaël Obianzé. Les présents États généraux de la communication du Gabon sont passés par des travaux en commission. Après plusieurs jours de débats, il ressort des échanges entre professionnels du métier un questionnement. Pourquoi tant de considérations sur les journalistes, les techniciens, les producteurs avions-nous entendu autour de certaines tables? Pourquoi autant d'inadaptation des textes régissant ce secteur d'avenir, contrairement, semble-t-il, aux autres, ont constaté de nombreux experts? Pourquoi? Monsieur le Président, les questions sont nombreuses, mais l'heure n'est plus au questionnement. Le rendez-vous du stade d'Angondje se propose donc d'apporter des réponses aux récurrentes questions des hommes et femmes des médias ici réunis pour repenser tout un secteur d'activité qui a mal à son fonctionnement. Face aux défis à venir, il y a nécessairement la question des réformes qui s'imposent. Ces réformes que nous appelons de tout nouveau susciteront inéluctablement une remise en question de nos convictions, un changement de nos habitudes, afin de nous adapter aux nouvelles technologies qui bouleversent notre quotidien et notre environnement par une migration irréversible au tout numérique conformément à l'accord de Genève 2006 que le Gabon a ratifié. La migration vers le tout numérique impose à la corporation une remise à niveau. Le président gabonais veut d'une presse responsable, crédible et capable de rivaliser avec le flot des médias qui se bousculent sur le câble. Les présentes assises ne répondraient pas à leur objectif si vous ne parvenez pas à trouver les mécanismes et les ressources nécessaires pour que nous disposions enfin d'une presse libre et de qualité. Le manque d'attrait de nos programmes de télévision et de radio, le manque de professionnalisme des éditions d'information ont pour conséquence immédiate la désaffection des lecteurs, auditeurs et téléspectateurs. Pendant 2 jours de discussion, les États généraux de la communication bénéficieront d'un partage d'expérience des professionnels du métier du Gabon et des amis du Gabon officiellement invités par le gouvernement. Restons toujours dans le domaine des États généraux de la communication pour aborder le souhait émis par les uns et les autres sur l'innovation dans le monde des médias par les experts du milieu. Je vous propose à présent de suivre ce compte-rendu de notre consoeur Vanessa Fatim Machitanda. Au cours de cette grande messe, les corps de métier de la communication, par le biais du président du comité stratégique d'organisation, a émis le vœu de voir impulser des réformes innovantes dans le secteur communication. Il s'agit maintenant et ici même de trouver des pistes d'amélioration des cadres juridiques, législatifs et réglementaires et de placer un peu plus l'homme au centre des débats à travers une formation adéquate et le renforcement des capacités. C'est dans cette optique que nous devrions saisir cette occasion unique en son genre pour nous approprier tous les outils nécessaires au travail que nous allons fournir pendant ces 3 jours, corriger quand c'est nécessaire, mais surtout proposer un nouveau paysage médiatique gabonais pour l'avenir de la presse. C'est donc durant 3 jours que les acteurs du monde de la communication devront dresser une autopsie de leur secteur d'activité en proie à plusieurs mots qui ne permettent pas d'être au diapason des autres pays africains en vue de promouvoir l'image du Gabon, comme le souligne le chef de l'État. La qualité de
nos titres de presse laissent encore de grosses marges de progression que nous devons absolument et urgemment combler si nous voulons rivaliser avec les meilleurs titres du continent. Les présentes assises ne répondraient pas à leur objectif si vous ne parvenez pas à trouver les mécanismes et les ressources nécessaires pour que nous disposions enfin d'une presse libre et de qualité. Une presse qui ferait véritablement partie des critères d'évaluation du dynamisme de notre démocratie. La perte de qualité de nos titres, le manque d'attrait de nos programmes de télévision et de radio, le manque de professionnalisme des éditions d'information ont pour conséquence immédiate la désaffection des lecteurs, auditeurs et téléspectateurs. De la réforme de l'audiovisuel public à l'instauration éventuelle d'une redevance audiovisuelle, voire la validation du nouveau code de la communication écrite, les participants doivent ainsi clairement identifier les problèmes et proposer au gouvernement des solutions concrètes devant leur permettre d'exercer leur métier dans des meilleures conditions et en toute responsabilité. Allons à présent sur le front social où le SYNAPOJEC vient également, à l'instar des centrales syndicales de la place, de décider à l'unanimité de suspendre les activités au sein de la Direction générale du Centre national des œuvres universitaires pour cause le non-paiement de la prime d'incitation à la performance, mais aussi plusieurs points liés aux conditions de travail de ces agents. Récit des faits, Ahmed Ryan Zengi. Après bon nombre d'institutions de la place, le tour revient au syndicat national du personnel de l'administration universitaire et grandes écoles, qui vient de décider de monter au créneau en gelant le bon fonctionnement du Centre national des œuvres universitaires. À l'origine, le paiement de la prime incitative à la performance, l'augmentation des fonds propres et autres aspects liés à cette entité. Nous observons un sitting ici, tout simplement parce qu'au mois de juin, nous étions en grève et pendant le mois de juillet, nous avons négocié. À l'issue de ces négociations, il y a un protocole d'accord qui a été signé entre la Direction générale du CNU et notre syndicat, le SYNAPOJEC, et le ministère de l'Enseignement supérieur. Alors, nous sommes en décembre, nous constatons que monsieur le directeur général ne veut rien appliquer, il ne veut rien savoir. Rien n'est fait par rapport à notre protocole. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de venir faire un sitting ici à la Direction générale. Ça fait de cela 11 ans que nous n'avons pas été décorés. Le redéploiement des agents a été hypothéqué, il fallait passer par coup de fil. Et que nous, on a été renvoyés d'une manière qu'on a été oubliés. On a été oubliés. Donc c'est ce que nous revendiquons. La PIP, il y a les fonds propres, l'augmentation des fonds propres, c'est ce que nous demandons. La main-d'œuvre non permanente n'a jamais changé. La CNSS, nous partons au contentieux. Rien n'est fait. Et tout le temps, à chaque fois que nous prenons nos bulletins, 2000 francs étaient toujours retirés et que ça n'a pas eu lieu. Et quand nous irons en retraite, qu'est-ce que nous allons nous faire? Qu'est-ce que nous allons faire? De sources concordantes, les présentes revendications ne concerneraient pas l'ensemble du personnel du CNU. Tout compte fait, les responsables de l'institution mise en cause devaient mettre au goût du jour l'esprit du dialogue, comme le souhaitent les plus hautes institutions de notre pays. L'Institut de formation technique et de coopération de l'Organisation mondiale du commerce offre chaque année des activités de renforcement des capacités dans certains secteurs économiques. Le Gabon, comme vous le savez, a abrité la cérémonie d'ouverture du 10 séminaire de formation sur l'accord de l'OMC. Reportage d'Ahmed Farlan Bedi Evaka de notre rédaction. À l'initiative du corps administratif de l'Organisation mondiale du commerce, les spécialistes du secteur de l'économie des marchés échangeront tout au long de ce séminaire sur des points liés à leurs aptitudes, visant ainsi à faire connaître les disciplines énoncées dans l'accord sur les marchés publics. Idéalement, l'adhésion aux règles internationales dans les domaines des marchés publics, notamment par le biais de l'AMP, devrait profiter aux pays en développement au moins de 3 manières. Premièrement, elle devrait permettre de soutenir les efforts qu'ils déploient pour réformer le régime de passation des marchés publics afin d'en améliorer la transparence, de favoriser la concurrence et de promouvoir l'efficacité et le meilleur
rapport qualité-prix. Deuxièmement, elle devrait permettre à leurs fournisseurs d'avoir accès au marché public des autres parties. Et troisièmement, elle devrait contribuer à satisfaire les besoins du développement, des finances et du commerce de ces pays, y compris au moyen des dispositions relatives au traitement spécial et différencié. La Direction générale des marchés publics, les cellules de passation des dits marchés et l'Agence de régulation des marchés publics, autant de structures mises en place pour faciliter l'application correcte des procédures de passation des marchés. Plusieurs initiatives sont développées par la Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, pour assurer une harmonisation des pratiques dans le domaine de la passation des marchés publics entre les différents États membres d'une part et favoriser par une plus grande participation des ressortissants de la communauté dans la commande publique nationale d'autre part. Rencontre qui offrira aussi un cadre d'analyse publique en vue de prendre des décisions prometteuses pour maîtriser les coûts et les problèmes engendrés par l'accession à l'accord sur les marchés publics. Rappelons tout de même que l'accord sur les marchés publics est plurilatéral. Pour boucler avec ce dossier, sachant que l'Organisation mondiale du commerce met aussi l'accent sur les révisions d'accords sur les marchés publics depuis sa création visant à garantir les conditions de commerce équitables, transparentes et non discriminatoires pour les achats de marchandises. Ahmed Farlan Beni, Evaka. Principal instrument international régissant la conduite des échanges internationaux dans le domaine des marchés publics, l'accord de l'OMC est un accord plurilatéral qui compte 15 parties représentant ensemble 43 membres. Pour mémoire, premier accord plurilatéral sur les marchés publics entré en vigueur en 1981 a subi des renégociations pendant le cycle d'Uruguay pour étendre ses domaines d'intervention à la couverture des marchés passés par les entités gouvernementales centrales aux administrations locales, aux travaux et aux services. Aujourd'hui, il fonctionne avec un nouvel accord, cette fois-ci révisé le 6 avril 2014, qui d'ailleurs a apporté plusieurs améliorations importantes, dont un renouveau dans l'utilisation des outils électroniques pour la passation des marchés, des possibilités d'accès aux marchés élargies et bien d'autres. D'après les estimations du secrétaire de l'OMC, l'accord sur les marchés publics revisé a élargi ses possibilités d'accès aux marchés en titre de l'accord grâce à des engagements additionnels d'une valeur comprise entre 80 et 100 milliards de dollars par an, ce qui porte la valeur totale des marchés couverts à 1 700 milliards de dollars par an. Au Gabon, le régime des marchés publics a connu des changements majeurs avec l'adoption du nouveau code de marché public en juin 2012 par décret numéro 0254/PR/MEEDD. Du point de vue général, les aménagements intervenus à travers la révision de cet outil ont obéi à une volonté clairement affichée d'assurer une grande transparence dans la passation des marchés publics. Allons à présent avec cette remise de médailles et des diplômes aux employés du groupe Sekagadis, une centaine et plus honorés pour loyaux services et leur abnégation au travail. La cérémonie s'est déroulée dans un hôtel de la place. Ainsi nous le fait dire Ismaël Obianzé. Le leader numéro 1 du réseau de distribution des produits de première nécessité fait sien l'adage qui dit qu'il n'y a point de richesse que d'homme. Le groupe Sekagadis vient d'honorer plus d'une centaine d'agents en activité dans ces différents magasins. Désormais diplômés ou encore médaillés du groupe, ils serviront de modèle aux plus jeunes. Nous clamons en toute sincérité que notre entreprise est citoyenne et sait magnifier son personnel et, à travers son état d'esprit, reste disposée à faire davantage. Le dialogue social est notre leitmotiv, creuset de l'unité et de paix sociale. Il est instauré de manière concertée et permanente depuis de nombreuses années déjà, et une convention de politique salariale et sociale scelle nos accords d'entreprise.
Ces employés du groupe Sekakadis sont récompensés pour leur sacrifice, leur abnégation et leur persévérance au travail. Le PDG Michel Essongué dit sa fierté de pouvoir compter sur ces hommes et femmes de qualité. Par vos conseils et votre expérience, nous attendons de vous la transmission non pas seulement du savoir-faire, mais aussi du savoir-être, lesquels savoirs s'enracinent à travers la culture des valeurs telles que la conscience professionnelle, la fidélité, l'efficacité et la loyauté. Le groupe Sekakadis a fait du social son credo, en témoigne son adhésion au programme gouvernemental de lutte contre la vie chère. Notre adhésion au programme de lutte contre la vie chère est à l'évidence permanente et en cela, nous accompagnons à notre niveau la politique du chef de l'État et du gouvernement. Mesdames, Messieurs, la clairvoyance et l'audace des organes décisionnels de notre pays, de notre groupe, ont permis, sur une période relativement courte, la réalisation d'importants et coûteux investissements afin de moderniser nos magasins, d'en construire des nouveaux, comme le dernier né Sogam Équipe de Port-Gentil. Cette reconnaissance ne peut donc laisser indifférent le président de la République, qui fait du mérite et de l'effort des valeurs cardinales du service du développement du Gabon. Notre pays qui se fait lentement, mais sûrement, un passage pour être inscrit dans le cercle très fermé des pays émergents. Au sommet de l'État, cela lui vaut la reconnaissance d'entreprises citoyennes. La cérémonie de remise de récompense aux travailleurs du groupe Sekakadis s'est achevée par de chaleureuses accolades et des séances de photos de famille. Le conflit homme-faune prévalant dans l'exploitation de l'environnement sauvage par l'homme favorise des solutions aux problèmes et s'envisage en vue d'éradiquer définitivement ce problème. Compte rendu d'Issa Mefan. Comment arriver à faire cohabiter les animaux et préserver les intérêts de l'homme autour des activités qu'il mène dans la flore et la faune, à l'exemple des champs constamment dévastés par ces derniers. Et la loi gabonaise reconnaît à ces populations ce qu'on appelle les droits d'usage coutumier, c'est-à-dire les droits de faire des prélèvements dans la forêt pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Mais il se trouve que c'est un phénomène qui est observable malheureusement à l'échelle de tout le continent africain, c'est que la faune sauvage a tendance à venir se servir dans les plantations des populations. Cela dérange beaucoup nos rapports avec les populations qui ne comprennent pas qu'on défend les animaux alors que ces animaux dévastent leur culture. Et ils n'ont pas d'autre alternative que l'agriculture pour pouvoir se nourrir. Pour ce qui concerne le conflit zone-faune, nous sommes en train d'étudier avec des experts pris sur le plan continental, FAO, etc., sur le plan international, les moyens de repousser les animaux des cultures humaines. On essaie par exemple des cartouches de piment, d'électrifier les plantations, le pourtour des plantations, avec, par exemple d'empêcher les éléphants d'y accéder. Mais ce sont des mesures qui sont encore expérimentales et elles n'ont pas apporté encore réellement la preuve de leur efficacité. Donc ce problème reste épineux entre les populations et nous recherchons les solutions durables pour pouvoir le régler. Les animaux se rapprochent constamment de l'homme, l'une des causes de braconnage qui sévit sans cesse dans les forêts profondes. Pour leur sécurité et l'alimentation, cela est la cause de leur rapprochement des cultures des hommes, puisque leur premier environnement est menacé. Parlons également de la clôture de l'atelier de validation de la politique nationale de transfusion sanguine qui s'est tenue 2 jours durant dans un hôtel de la place. Rencontre ayant pour but de mettre sur pied un système performant de traçabilité et de gestion de l'information des activités de transfusion sanguine. N'est-ce pas, Fatih Reina? Les lampions se sont éteints sur l'atelier de validation de la politique nationale de transfusion sanguine.
2 jours durant, les experts et acteurs du domaine ont planché sur les mécanismes pouvant permettre au Gabon, notre pays, de renouer avec ses activités au sein de cette entité comme l'OMS et le ministère de la Santé l'ont recommandé. On était encore ce matin sur le document du plan, la validation de ce document, parce que vous savez, c'est un document très important. Et donc on a finalisé la synthèse de validation de ce document, là où on s'est arrêté hier. Et ce matin, il a été surtout question de revenir sur la carte des établissements de transfusion sanguine au Gabon. C'est très important de dire comment on va mailler le pays au niveau de la carte des différents services, des différents établissements de sang à l'intérieur du Gabon. Et c'est là qu'on est convenu qu'il faut qu'il y ait un grand établissement national. Puis à côté du Centre national de transfusion sanguine, on a pensé également à ces démembrements périphériques au niveau de l'ensemble du pays, les centres régionaux de transfusion sanguine, les banques de sang à l'intérieur du pays et puis les dépôts de sang. C'est donc cette architecture, cette fêtière nationale sur la transfusion sanguine qu'on a établie, on a validé ce document, cette partie-là ce matin. Quel texte pour gérer désormais le Centre national de transfusion sanguine? Et c'est ça qu'on a abordé également dans la deuxième partie de la matinée, c'est-à-dire valider le texte qui est proposé pour justement mettre en regard le plan et la réglementation pour aboutir à une fonctionnalité, pour aboutir à enregistrer au plan réglementaire les attributions des différents établissements de sang. Notons que le sang est un produit clé pour l'organisme. Nous pouvons dire ici sans risque de se tromper qu'une telle initiative est un grand moyen de renforcer l'organisation de la transfusion et la réglementation de la pratique transfusionnelle sur l'ensemble du territoire national. Quittons le territoire national pour ouvrir le volet international de cette édition d'information où nous allons en Centrafrique. Dans ce pays, Médecins sans frontières vient en aide aux femmes victimes de viol. Je vous propose de suivre le commentaire de Fatim Machitanda sur les images de nos confrères de l'Agence française de presse. Avec la crise que traverse la Centrafrique, de nombreuses femmes ont subi des violences sexuelles. Certaines sont prises en charge par Médecins sans frontières, mais d'autres ont peur d'être exclues de leur communauté ou d'être stigmatisées et continuent de se cacher. La situation générale des victimes qui viennent vers nous, effectivement, elles sont venues dans un état vraiment très inquiétant. Parce que vous savez que le viol, c'est un acte vraiment traumatique. Et toutes les victimes qui viennent vers nous sont souvent très traumatisées. Et dès qu'ils sont venus vers nous, par notre secours, notre appui, on a vu qu'il y a vraiment eu un changement radical dans leur vie. Alors depuis juillet et jusqu'à fin novembre, on va dire, nous avons reçu 274 personnes, majoritairement des femmes, comme je vous ai dit, mais aussi 7 hommes et 24 mineurs. J'étais repartie chez moi pour prendre les affaires de mon bébé et des musulmans armés du PK5 m'ont attrapée et m'ont violée avant d'enfoncer un bâton dans mon sexe. Je ne connaissais personne parmi eux, alors je n'ai pas pu porter plainte. Je suis seulement venue à l'hôpital ici. C'est le 11 décembre 2013 que ça m'est arrivé. De nombreux Sélékas sont arrivés dans un véhicule en tirant dans toutes les directions. Le mari de ma grande sœur avait fui, ma grande sœur aussi. J'étais effrayée par les tirs. Et lorsque j'ai essayé de fuir, ils m'ont rattrapée, ils m'ont violée et ont pillé la maison en prenant de l'argent et des téléphones. Ils ont tout pris et ils ont tiré plusieurs fois avant de partir. À Swat, au Pakistan, les écolières de la région dont est originaire Malala sont admiratives de la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix. Dans la région dont est originaire Malala, les écolières disent toute leur admiration pour la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix. L'adolescente pakistanaise est devenue une icône mondiale du combat pour l'éducation des filles après avoir miraculeusement échappé à une attaque des talibans pakistanais. Malala a pris une balle dans la tête juste pour l'éducation. Elle a sacrifié sa vie. Nous prions pour qu'elle ait une longue vie
et beaucoup de succès. Je suis très heureuse pour la récompense de Malala. Elle est la fille du Pakistan et elle a mis sa vie en danger, non seulement pour la vallée de Swat, mais aussi pour l'éducation des filles dans l'ensemble du Pakistan. Je la félicite. Je vous propose de faire le tour du monde dans ce condensé de nos confrères de la presse internationale. L'une se bat pour la scolarité des enfants, l'autre pour les sauver de l'exploitation dans les usines et les ateliers. La Pakistanaise Malala et l'Indien Kailash Satyarthi ont reçu ensemble à Oslo le prix Nobel de la paix. À seulement 17 ans, Malala devient la plus jeune lauréate de l'histoire. Cible d'une attaque armée en 2012, son engagement a failli lui coûter la vie. Elle reste d'ailleurs toujours sous la menace des islamistes. Après le retour, les questions et peut-être déjà des éléments de réponse. Selon un responsable malien et des ONG, un échange de prisonniers serait à l'origine de la libération de Serge Lazarevich. Parmi eux, certains seraient même directement impliqués dans le rapt de l'ex-otage au Sahel. Comme toujours dans ce type de situation, les autorités françaises refusent tout commentaire. Colère du Hamas après la mort d'un responsable palestinien dans des heurts avec des soldats israéliens en Cisjordanie. Le mouvement islamiste appelle l'autorité palestinienne à stopper toute collaboration sécuritaire avec Israël. Chargé du dossier de la colonisation, Ziad Abouein est de longue date la plus haute personnalité à mourir dans de telles circonstances. La loi Macron, c'est simple, ils n'en veulent pas. Plusieurs milliers de représentants des professions juridiques réglementées ont défilé à Paris contre le projet présenté le matin même par le Premier ministre. Un projet qui, selon eux, menace la sécurité juridique des Français. Parce qu'ils ont été de bons toutous tout au long de l'année, Toby, Médor et une trentaine de leurs amis ont eu droit avant tout le monde à une visite du Père Noël. En pleine préparation de sa grande tournée, le célèbre barbu a fait un détour par Los Angeles à l'appel d'une association d'amateurs de griffons. Dans sa hotte, des croquettes, des nonos en plastique et surtout de magnifiques pulls à motifs. Les chiens aboient, le traîneau du Père Noël passe. Sport dans ce journal Champions League, respectivement premier et deuxième du groupe F. Le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone s'affrontent ce mercredi soir pour déterminer qui terminera premier du groupe F, synonyme de tirage au sort a priori plus favorable en huitième de finale. Le commentaire de notre reporter sportif maison, Ahmed Ryan Zengi, sur les images de l'AFP. Le FC Barcelone affronte le Paris Saint-Germain ce mercredi en Ligue des Champions. Battu 3-2 au Parc des Princes fin septembre, les Catalans doivent l'emporter au Camp Nou face aux Parisiens s'ils veulent terminer premier du groupe F. Je pense que nous sommes chanceux parce que l'idée est la même pour chaque match, gagner. Nous avons essayé pendant tous les matchs, pas seulement ceux de la Liga, mais aussi ceux de la Ligue des Champions. Donc nos plans ne changent pas. Ce qui est vrai, c'est que l'équipe que nous affrontons a les mêmes aspirations que nous, en championnat et en Ligue des Champions. C'est un des gagnants potentiels et leur qualité indique que le match va nous demander beaucoup d'efforts, tant défensivement qu'offensivement. C'est la différence, mais dans le fond, c'est la même chose. Nous y allons pour les 3 points, nous y allons pour la victoire. Déjà qualifié et en tête du groupe F, le Paris Saint-Germain disputera une finale pour la première place également, synonyme de tirage au sort favorable pour les huitièmes de finale. Contre Barcelone, à Barcelone, le plus souvent vous défendez, parce qu'ils ont cet ADN-là qui fait qu'ils ont 60-65% de possession de balle. Moi je pense que la chose la plus importante demain, c'est qu'ils auront cette possession de balle, je pense. Mais durant les 30, 35, 40% ou 45% de possession de balle du Paris Saint-Germain, il faudra être efficace. C'est un match difficile contre une équipe incroyable, des joueurs incroyables. Et les deux équipes veulent se qualifier en étant premiers. Donc ce sera aussi un beau match à regarder pour tout le monde. Je suis heureux d'avoir l'opportunité de jouer un match comme celui-ci. Restons toujours dans le cadre de sport pour parler de cette bonne nouvelle. Sorti de l'hôpital, le roi Pelé dit ne pas avoir eu peur de mourir pendant les 15 jours d'hospitalisation suite à une complication rénale. Non, il n'a pas eu peur de mourir.
Pélé, 74 ans, souriant, a enfin quitté mardi dernier l'hôpital où il était soigné depuis 15 jours pour une complication rénale qui inquiétait le Brésil et le monde entier. Je voudrais d'abord remercier l'équipe médicale qui m'a accompagné pendant ces 2 semaines. Cela a vraiment été un choc. Mais grâce à Dieu, je suis bien. Je récupère. Avant tout, je souhaite remercier Dieu et ensuite tous ceux qui m'ont envoyé un message. J'étais très ému parce que j'ai reçu des messages de Chine, du Pakistan, de presque tous les pays d'Europe. Vraiment, je ne savais pas que tant de monde était dans l'attente de mes nouvelles comme ça. Bien sûr, j'étais préoccupé. Cela a été une surprise, mais de là, avoir peur de mourir, non. Vous savez, je suis originaire d'une ville qui s'appelle Trois-Cœurs, donc c'est difficile de mourir. Je voudrais juste vous rappeler que pour les Jeux Olympiques, vous savez que 3 joueurs professionnels peuvent jouer. Eh bien, je serai l'un de ces 3-là. Ce journal est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir regardé. Journal placé sous le regard gendarme du grand imam du Gabon, imam principal de la mosquée Hassan II de Libreville, Ismaël Oseni Ossa. Coordination rédactionnelle, Issa Abessolo. Merci de nous avoir suivis. J'aurai toujours le même plaisir de vous retrouver avec le même entrain sur la même lucarne Nour TV. Sachez que chaque jour qui passe est une vie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.